Le soleil se levait paresseusement sur le vieux port de La Rochelle, ses rayons dorés perçant la brume matinale qui enveloppait les quais comme un voile de mystère. L'air salin emplissait les poumons d'Élise Dubois alors qu'elle marchait d'un pas déterminé le long des pavés usés par le temps. Ses yeux verts, vifs et curieux, balayaient les façades anciennes des maisons à colombages, cherchant des indices invisibles pour le commun des mortels. Élise, une jeune historienne de 28 ans, avait toujours été fascinée par les secrets du passé. Sa chevelure rousse indomptable, nouée en une tresse lâche, dansait dans la brise marine, comme animée par l'excitation de la quête qui l'amenait ici ce matin-là. Elle ajusta la bandoulière de sa sacoche en cuir usé, remplie de documents anciens et de notes griffonnées, fruits de mois de recherches acharnées. Le port s'éveillait lentement. Les pêcheurs préparaient leurs bateaux pour la journée, leur voix rauque se mêlant aux cris des mouettes affamées. L'odeur du café frais et des viennoiseries chaudes s'échappait des petites boulangeries, tentant Élise qui avait sauté le petit déjeuner dans sa hâte. Mademoiselle Dubois. Une voix rocailleuse la fit sursauter, interrompant sa rêverie. C'était le vieux Gaspard, un pêcheur à la retraite qui passait ses journées assis sur un banc face à la mer, ses yeux délavés par le sel et le temps fixés sur l'horizon comme s'il y cherchait encore des réponses. « Bonjour, Gaspard, répondit Élise avec un sourire chaleureux, s'approchant du vieil homme. « Vous êtes bien matinal aujourd'hui. » Gaspard laissa échapper un petit rire. « À mon âge, ma petite, chaque jour est un cadeau qu'il faut déballer dès l'aube. » Il tapota le banc à côté de lui, invitant Élise à s'asseoir. « Et vous, que faites-vous dehors si tôt ? Encore à la poursuite de vos fantômes du passé. » Élise s'assit, son visage s'illuminant d'excitation. « Je suis sur la piste de quelque chose d'extraordinaire, Gaspard. Avez-vous déjà entendu parler du trésor du capitaine Lafitte ? » Les yeux de Gaspard s'illuminèrent d'un éclat malicieux, comme si on venait de réveiller en lui l'esprit d'aventure de sa jeunesse. « Ah, le trésor de Lafitte. Une vieille légende, ça. On dit qu'il l'aurait caché quelque part le long de la côte avant sa dernière bataille. Mais c'était il y a des siècles, mademoiselle. » Justement, Gaspard, répondit Élise, sa voix baissant d'un ton, comme si elle partageait un secret précieux. J'ai trouvé des documents qui pourraient bien nous mener à ce trésor. Des lettres, des cartes. Je suis sûr qu'il y a du vrai dans cette légende. Elle sortit de sa sacoche un vieux parchemin jauni, le dépliant avec précaution. Regardez ça, dit-elle, pointant du doigt des inscriptions à moitié effacées. Ces coordonnées, ces symboles. Ils correspondent à des lieux réels le long de la côte. J'ai passé des mois à déchiffrer ce code, et je pense avoir enfin percé le mystère. Gaspard se pencha, plissant les yeux pour mieux voir. Son visage buriné par le soleil et le sel se plissa davantage alors qu'il examinait le document. C'est fascinant, ma petite. Mais méfiez-vous, les trésors ont tendance à attirer toutes sortes de convoitises. Alors qu'Élise allait poursuivre, une ombre imposante se dessina derrière eux. Une voix grave et autoritaire interrompit leur conversation. Le trésor de Lafitte, ah. Voilà qui est intéressant, mademoiselle Dubois. Élise se retourna brusquement, se trouvant nez à nez avec Victor Mercier, un homme d'affaires local connu pour ses méthodes peu scrupuleuses. Grand, élégamment vêtu d'un costume sur mesure, Mercier dégageait une aura d'autorité et de danger. Son sourire carnassier n'augurait rien de bon. Monsieur Mercier, balbutia Élise, soudain mal à l'aise. Elle replia rapidement le parchemin, le glissant dans sa sacoche. Je ne faisais que discuter d'une vieille légende avec mon ami Gaspard. Mercier s'approcha, son regard perçant ne quittant pas Élise. Oh, mais les légendes ont souvent un fond de vérité, n'est-ce pas ? Il tendit une main vers la sacoche d'Élise. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vos recherches. Élise recula instinctivement, serrant sa sacoche contre elle. Elle sentit la main rugueuse de Gaspard se poser sur son épaule en signe de soutien. Allons, monsieur Mercier, intervint le vieux pêcheur, laissez donc cette jeune fille tranquille. Ce ne sont que des histoires pour amuser les touristes. Mercier plissa les yeux, son sourire se faisant plus menaçant. Bien sûr, bien sûr. Mais si jamais ces histoires devaient se révéler plus substantielles, j'espère que vous penserez à moi, mademoiselle Dubois. J'ai les moyens de financer des expéditions coûteuses, vous savez. Élise hocha la tête, incapable de trouver ses mots. Mercier les salua d'un geste de la main avant de s'éloigner, ses pas résonnant sur les pavés du port. Une fois Mercier hors de vue, Élise laissa échapper un long soupir de soulagement. « Merci, Gaspard, murmura-t-elle. Le vieux pêcheur secoua la tête. «
Faites attention, ma petite. Mercier est un requin, et il a flairé le sang. Vous allez avoir besoin d'aide si vous voulez poursuivre cette quête. Comme en réponse aux paroles de Gaspard, une nouvelle silhouette émergea de la brume matinale. C'était un homme d'une quarantaine d'années, au visage buriné par le soleil et le sel, ses yeux bleus aussi profonds que l'océan. Il s'approcha d'un pas assuré. « Pardonnez-moi d'interrompre, dit-il d'une voix calme mais ferme, mais j'ai cru entendre parler du capitaine Lafitte. C'est un nom qui résonne dans ma famille depuis des générations. » Élise et Gaspard échangèrent un regard surpris. L'homme tendit une main calleuse. « Je m'appelle Jean-Luc Beaumont, capitaine du Stella Maris. Et si vous cherchez vraiment le trésor de Lafitte, je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » Le cœur d'Élise battait la chamade. En l'espace de quelques minutes, sa quête solitaire venait de prendre une tournure inattendue. Entre la menace de Mercier et l'arrivée providentielle de ce mystérieux capitaine, elle réalisait que son aventure ne faisait que commencer. « Je serais ravi d'en savoir plus, répondit-elle finalement, serrant la main de Jean-Luc. Gaspard se leva, posant une main paternelle sur l'épaule d'Élise. « Allez-y, ma petite. Mais n'oubliez pas, dans ce genre d'aventure, il faut savoir choisir ses alliés avec soin. » Élise hocha la tête, reconnaissante pour la sagesse du vieux pêcheur. Elle se tourna vers Jean-Luc, dont le regard semblait receler mille secrets. « Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un café, proposa-t-il. Jean-Luc acquiesça avec un léger sourire. « Avec plaisir. Je connais un endroit discret où nous pourrons parler librement. » Alors qu'il s'éloignait, Élise jeta un dernier regard vers le port. Le soleil avait dissipé la brume, révélant l'étendue de l'océan. Quelque part au-delà de cet horizon se cachait peut-être le trésor de Lafitte, et avec lui, des secrets qui attendaient d'être découverts depuis des siècles. La jeune historienne prit une profonde inspiration, sentant l'excitation et l'appréhension se mêler dans sa poitrine. Quoi qu'il arrive, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette journée. L'aventure l'appelait, et Élise Dubois était prête à répondre à cet appel, quel qu'en soit le prix. Le café, le vieux loup de mer, était niché dans une ruelle étroite, à l'écart de l'agitation du port. L'odeur du café fraîchement moulu et des viennoiseries chaudes créait une atmosphère chaleureuse, en contraste saisissant avec la tension qui régnait entre Élise et Jean-Luc. Ils s'installèrent à une table dans un coin reculé, à l'abri des regards indiscrets. Élise observait attentivement son nouvel interlocuteur. Jean-Luc Beaumont avait le visage buriné par le soleil et le sel, marqué par des années passées en mer. Ses yeux bleus, d'une profondeur océanique, semblaient receler des secrets aussi anciens que les flots eux-mêmes. Il portait une veste de marin usée mais bien entretenue, témoignage silencieux de sa vie sur les mers. « Alors, monsieur Beaumont, commença Élise, sortant son carnet de sa sacoche, que pouvez-vous me dire sur Lafitte ?» Jean-Luc but une gorgée de café avant de répondre, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Mon arrière-grand-père était marin sur un navire qui a croisé la route de Lafitte. Il parlait d'un homme charismatique, intelligent, mais impitoyable. Et surtout, il mentionnait une carte. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Une carte ? C'est exactement ce que je cherche. » « Oui, mais ce n'est pas si simple, poursuivit Jean-Luc, baissant la voix. La carte a été divisée en 3 parties. Lafitte ne faisait confiance à personne, pas même à son équipage. Il a caché chaque partie séparément. » Élise griffonnait frénétiquement dans son carnet, son esprit tournant à plein régime. « C'est incroyable. Avez-vous une idée de l'endroit où ces parties pourraient être cachées ?» Jean-Luc se pencha en avant, son visage soudain plus grave. « J'ai quelques pistes, mais ce ne sera pas sans danger. Mercier n'est pas le seul à convoiter ce trésor. Il y a des gens dangereux qui cherchent ces fragments depuis des années. » Un frisson parcourut l'échine d'Élise. L'aventure qu'elle avait tant désirée prenait soudain une tournure plus sombre, plus périlleuse qu'elle ne l'avait imaginée. Elle hésita un instant, pesant le pour et le contre. Finalement, sa curiosité et sa soif de découverte l'emportèrent. « Je suis prête à prendre le risque, déclara-t-elle avec détermination. Par où commençons-nous ? Jean-Luc sourit, un mélange d'admiration et d'inquiétude dans le regard. Par le début, mademoiselle Dubois. Nous allons visiter les archives de la ville. Il y a un vieux journal de bord que nous devons consulter. Ils quittèrent le café, l'excitation de la chasse au trésor palpable dans l'air. Alors qu'ils marchaient vers les archives municipales, Élise ne put s'empêcher de poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Pourquoi m'aidez-vous, monsieur Beaumont ? Vous pourriez chercher ce trésor seul. »
Jean-Luc ralentit le pas, son regard se perdant un instant dans le lointain. Disons que j'ai une dette envers le passé. Et puis, ajouta-t-il avec un demi-sourire, on a toujours besoin d'une historienne brillante quand on part à la chasse au trésor perdu. Élise rougit légèrement à ce compliment, mais une ombre de doute persistait. Et si nous trouvons réellement le trésor? Qu'en ferez-vous? Le capitaine s'arrêta, se tournant pour faire face à Élise. Son visage était empreint d'une gravité nouvelle. Ce trésor, mademoiselle Dubois, pourrait être bien plus qu'une simple fortune en or et en bijoux. Les légendes parlent de secrets, de connaissances perdues. Si c'est vrai, ce que nous cherchons pourrait changer le monde. Et c'est précisément pour cela que nous devons le trouver avant Mercier ou d'autres comme lui. Ces paroles résonnèrent profondément en Élise. Elle réalisa que cette quête dépassait largement ses ambitions personnelles ou académiques. C'était une responsabilité, un devoir envers l'histoire et peut-être même envers l'avenir. Ils reprirent leur marche en silence, chacun plongé dans ses pensées. Les rues pavées de La Rochelle semblaient murmurer des secrets à chaque pas, comme si la ville elle-même était complice de leur quête. Les archives municipales se dressaient devant eux, un bâtiment austère aux murs de pierre grise. Élise sentit son cœur s'accélérer à l'idée des secrets qui les attendaient à l'intérieur. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer, une voix familière les figea sur place. Eh bien. Quelle charmante coïncidence. Victor Mercier se tenait devant l'entrée, son sourire carnassier plus menaçant que jamais. Derrière lui, deux hommes à l'allure peu avenante bloquaient le passage. Monsieur Mercier, dit Élise, tentant de garder son calme. Que faites-vous ici? La même chose que vous, ma chère. Je cherche des réponses. Son regard se posa sur Jean-Luc, le jaugeant avec méfiance. Je vois que vous vous êtes trouvé un assistant. Jean-Luc fit un pas en avant, se plaçant imperceptiblement entre Élise et Mercier. Jean-Luc Beaumont, se présenta-t-il d'une voix ferme. Et vous êtes? Victor Mercier. Un homme d'affaires intéressé par l'histoire locale. Il fit un geste englobant les archives. Peut-être pourrions-nous unir nos efforts? Je suis sûr que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Élise et Jean-Luc échangèrent un regard rapide. La proposition de Mercier sonnait comme une menace à peine voilée. C'est très aimable à vous, répondit Élise avec un sourire forcé, mais nous préférons travailler seuls. N'est-ce pas, monsieur Beaumont? Jean-Luc acquiesça. En effet. La recherche historique est un domaine délicat. Trop de cuisiniers gâtent la sauce, comme on dit. Le visage de Mercier se durcit. Comme vous voudrez. Mais n'oubliez pas, mademoiselle Dubois, que les trésors ont tendance à attirer toutes sortes de convoitises. Il serait dommage que vos recherches tombent entre de mauvaises mains. Sur ces mots, Mercier fit signe à ses hommes de s'écarter. Il s'éloigna d'un pas assuré, laissant Élise et Jean-Luc devant l'entrée des archives. Eh bien, murmura Jean-Luc une fois Mercier hors de vue, il semblerait que notre quête vienne de se compliquer. Élise hocha la tête, son cœur battant encore la chamade. Nous devons faire vite. Mercier ne va pas rester inactif longtemps. Ils pénétrèrent dans les archives, l'odeur de vieux papiers et de poussière les enveloppant immédiatement. Les rangées interminables d'étagères croulant sous le poids des documents semblaient les défier de trouver ce qu'ils cherchaient. Par ici, murmura Jean-Luc, guidant Élise vers une section reculée. Le journal dont je vous ai parlé devrait être quelque part par là. Élise passait ses doigts sur les reliures usées, déchiffrant les dates à demi effacées. Soudain, elle s'arrêta net. Jean-Luc. Regardez ça. Elle sortit délicatement un petit carnet à la couverture de cuir craquelé. Sur la première page, une inscription à l'encre pâlie, journal de bord du Serpent de mer, 1823. C'est lui, souffla Jean-Luc, les yeux brillants d'excitation. Ils s'installèrent à une table proche, ouvrant le journal avec précaution. Les pages jaunies craquaient sous leurs doigts tandis qu'ils parcouraient les entrées, à la recherche d'indices sur le trésor de Laffitte. Écoutez ça, dit Élise, lisant à voix basse. 10 août 1823. Rencontrer le capitaine au large des îles. Échange houleux. Parle d'un trésor inestimable. Méfiance. Jean-Luc hocha la tête. C'est bien l'époque où Laffitte aurait caché son butin. Continuez. Élise tourna quelques pages. 15 août 1823. Elle nous a confié un objet étrange. Un tiers de carte, dit-il. A caché en lieu sûr jusqu'à son retour. C'est incroyable, murmura Jean-Luc.
Nous avons la confirmation qu'une partie de la carte a bien été confiée à l'équipage du Serpent de mer. Élise continua à lire, son excitation grandissant à chaque mot. Soudain, elle s'arrêta, son visage pâlissant. Jean-Luc, écoutez ça, 20 août 1823. Avons caché l'objet de elle dans la grotte du diable, sur l'île aux oiseaux. Que Dieu nous pardonne si nous avons fait le mauvais choix. Un silence pesant s'abattit sur eux. L'île aux oiseaux. Un endroit réputé maudit, évité par les marins depuis des générations. Nous avons notre première destination, dit finalement Jean-Luc, sa voix mêlant excitation et appréhension. Élise ferma doucement le journal, son esprit tourbillonnant d'informations et de questions. Que allons-nous faire maintenant? Jean-Luc se leva, une lueur de détermination dans les yeux. Maintenant, mademoiselle Dubois, nous allons prendre la mer. Le Stella Maris nous attend. Alors qu'il quittait les archives, emportant avec eux les secrets du passé, Élise réalisa que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. L'aventure qu'elle avait tant désirée était enfin là, mais elle apportait avec elle des dangers qu'elle n'avait pas anticipés. Le soleil commençait à décliner sur La Rochelle, peignant le ciel de teintes orangées. Sur le port, le Stella Maris les attendait, promesse d'horizons inconnus et de mystères à résoudre. Élise Dubois, historienne devenue chasseuse de trésors, faisait ses premiers pas vers une destinée qui allait la mener bien au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. L'aube pointait à peine lorsqu'Élise rejoignit Jean-Luc sur les quais du vieux port de La Rochelle. Le Stella Maris se balançait doucement au gré des vagues, ses voiles encore repliées, attendant patiemment le départ imminent. L'air frais du matin était chargé d'embrun et de promesses d'aventure. Élise ajusta la bandoulière de son sac, rempli de notes, de cartes et du précieux journal du Serpent de mer. Son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension. Elle n'avait jamais vraiment navigué auparavant, et l'idée de partir en mer à la recherche d'une île réputée maudite la faisait frissonner. Prête pour le grand départ, mademoiselle Dubois? La voix de Jean-Luc la tira de ses pensées. Le capitaine se tenait sur le pont, un sourire chaleureux aux lèvres. Aussi prête que possible, répondit Élise en grimpant à bord. Elle fut immédiatement frappée par l'atmosphère qui régnait sur le navire. Chaque planche, chaque cordage semblait vibrer d'une énergie particulière, comme si le Stella Maris lui-même était impatient de lever l'ancre. Jean-Luc la présenta rapidement à l'équipage. Marie, une jeune femme au regard vif qui servait de second, Pierre, un colosse barbu chargé de la navigation, et Sophie, une femme d'une quarantaine d'années, experte en météorologie marine. Chacun accueillit Élise avec un mélange de curiosité et de respect. Alors que le soleil se levait pleinement, illuminant le port de ses rayons dorés, le Stella Maris quitta son amarrage. Élise sentit son cœur se serrer en voyant La Rochelle s'éloigner peu à peu. Elle réalisait qu'elle laissait derrière elle non seulement la terre ferme, mais aussi sa vie d'avant, confortable et prévisible. Les premières heures en mer passèrent comme dans un rêve. Élise observait, fascinée, l'équipage travaillait en parfaite harmonie, répondant aux ordres de Jean-Luc avec une précision chorégraphique. Le vent gonflait les voiles, propulsant le navire vers l'horizon infini. Vers midi, alors que la côte n'était plus qu'une ligne floue à l'horizon, Jean-Luc invita Élise dans sa cabine pour étudier plus en détail les informations du journal. La pièce était petite mais bien organisée, avec une table couverte de cartes marines et d'instruments de navigation. Alors, commença Jean-Luc en dépliant une carte de la région, parlant de cette île aux oiseaux. Élise sortit le journal de son sac et l'ouvrit à la page marquée. D'après le journal, la partie de la carte a été cachée dans la grotte du diable. Mais je n'ai trouvé aucune mention de cette grotte dans mes recherches préliminaires sur l'île. Jean-Luc hocha la tête, pensif. Ce n'est pas surprenant. L'île aux oiseaux est entourée de légendes et de superstitions. Peu de marins s'y aventurent, et ceux qui le font n'en parlent guère à leur retour. Que savons-nous exactement de cette île? Demanda Élise, son crayon prêt à noter chaque détail. Le capitaine se frotta le menton, son regard se perdant un instant dans ses souvenirs. C'est une petite île rocheuse, à environ une journée de navigation d'ici. Elle est entourée de récifs traîtres qui rendent l'approche dangereuse. Les légendes parlent d'oiseaux étranges qui y vivraient, capables de prédire les naufrages. Certains disent même que l'île elle-même se déplacerait, apparaissant et disparaissant au gré des marées. Élise écoutait, fascinée et légèrement effrayée. Et vous y êtes déjà allé? Jean-Luc secoua la tête. Non, mais mon père y est allé une fois, quand j'étais enfant. Il n'en est jamais revenu le même. Il marqua une pause, son visage s'assombrissant. Il parlait de voix dans le vent,
de grottes qui murmurent des secrets. La plupart pensaient qu'il avait perdu l'esprit, mais maintenant, je me demande. Un silence pesant s'installa dans la cabine, uniquement rompu par le clapotis des vagues contre la coque du navire. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette quête prenait une tournure de plus en plus mystérieuse et inquiétante. « Que pensez-vous que nous allons trouver là-bas » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Jean-Luc la regarda droit dans les yeux, son visage grave. « Je ne sais pas, Élise. Mais je pense que ce que nous cherchons va bien au-delà d'un simple trésor. Les mots dans ce journal, la réaction de mon père. Il y a quelque chose sur cette île, quelque chose de puissant et peut-être de dangereux. » Élise hocha lentement la tête, réalisant pleinement pour la première fois les risques qu'il prenait. « Nous devons être préparés à tout, dit-elle avec une détermination nouvelle dans la voix. En effet, acquiesça Jean-Luc. Et nous devons aussi être prêts à faire face à Mercier. Je doute qu'il nous laisse une longueur d'avance très longtemps. Comme pour confirmer ces paroles, un cri retentit depuis le pont. « Capitaine !» Un navire à l'horizon. Jean-Luc et Élise échangèrent un regard inquiet avant de se précipiter sur le pont. Pierre leur tendit une longue vue. Au loin, à peine visible, un navire les suivait. « C'est lui, » gronda Jean-Luc. « Il a dû nous suivre depuis le port. » Élise sentit la panique monter en elle. « Que fait-on » Jean-Luc se tourna vers son équipage, son visage retrouvant instantanément son calme de capitaine expérimenté. « Marie, prends la barre. Pierre, surveille ce navire. Sophie, vérifie les prévisions météo. Nous allons avoir besoin de toute notre habileté pour les semer. » Alors que l'équipage s'activait, Jean-Luc se tourna vers Élise. « Mademoiselle Dubois, j'ai bien peur que votre première leçon de navigation ne soit un peu plus mouvementée que prévu. » Malgré la gravité de la situation, Élise ne put s'empêcher de sourire. L'aventure qu'elle avait tant désirée était bel et bien là, avec tous ses dangers et ses mystères. Les heures qui suivirent furent intenses. Jean-Luc manœuvrait le Stella Maris avec une habileté impressionnante, profitant de chaque courant, de chaque souffle de vent pour gagner du terrain. Élise observait, admirative, apprenant plus en quelques heures qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant le ciel de teintes orangées et violettes, Sophie s'approcha du capitaine, le visage soucieux. « Capitaine, une tempête se prépare. Elle sera sur nous d'ici quelques heures. » Jean-Luc fronça les sourcils, évaluant rapidement la situation. Le navire de Mercier était toujours visible à l'horizon, mais la perspective d'une tempête changeait la donne. « Très bien, dit-il finalement. Nous allons utiliser cette tempête à notre avantage. Préparez-vous tous, la nuit va être longue. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait jamais affronté de tempête en mer, et l'idée la terrifiait. Mais en voyant le calme et la détermination de Jean-Luc et de son équipage, elle puisa en elle un courage qu'elle ne se connaissait pas. Alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber et que le vent se levait, hurlant dans les voiles, Élise réalisa que cette nuit allait être un tournant dans leur quête. Quelque part, au-delà de cette tempête qui s'annonçait, l'île aux oiseaux les attendait, avec ses secrets et ses dangers. Le Stella Maris s'enfonça dans la nuit orageuse, portant à son bord des aventuriers déterminés à percer les mystères du passé, quels qu'en soient les risques. Élise Dubois, historienne devenue marin d'un jour, s'accrocha fermement au bastingage, prête à affronter les éléments et les secrets que la mer gardait jalousement depuis des siècles. La tempête qui s'abattait sur eux n'était que le prélude aux défis qui les attendaient. L'île aux oiseaux, avec sa grotte du diable et ses légendes inquiétantes, se rapprochait à chaque vague, à chaque éclair qui déchirait le ciel. Et avec elle, la promesse de révélation qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. La tempête faisait rage, transformant la mer en un chaos de vagues monstrueuses et d'écume. Le Stella Maris luttait vaillamment contre les éléments déchaînés, s'élevant sur des crêtes d'eau noire avant de plonger dans des vallées liquides. La pluie cinglante et le vent hurlant rendaient la visibilité presque nulle. Élise, trempée jusqu'aux os et agrippée fermement à un cordage, observait avec un mélange de terreur et d'admiration Jean-Luc à la barre. Le capitaine, le visage ruisselant d'eau de mer et de pluie, guidait son navire avec une détermination inébranlable. Ses ordres, lancés d'une voix puissante qui dominait le vacarme de la tempête, étaient exécutés avec précision par l'équipage. « Élise » cria Jean-Luc par-dessus le rugissement du vent. « Descendez dans ma cabine et vérifiez notre position sur la carte. » Luttant contre les mouvements violents du navire, Élise se fraya un chemin jusqu'à l'écoutille. Une fois dans la cabine du capitaine,
elle alluma une lampe à huile qui se balançait dangereusement au plafond. La carte marine était étalée sur la table, maintenue par des poids au coin. Élise, s'efforçant de garder l'équilibre, étudia la carte, traçant mentalement leur trajectoire. Soudain, un coup de tonnerre assourdissant fit trembler le navire. La lampe vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs de la cabine. C'est alors qu'Élise remarqua quelque chose d'étrange. Dans la lumière fluctuante, des symboles apparurent brièvement sur la carte, là où il n'y avait rien auparavant. Intriguée, elle approcha la lampe de la carte. Les symboles réapparurent, brillant faiblement d'une lueur phosphorescente. C'étaient des glyphes anciens, semblables à ceux qu'elle avait vus dans le journal du « Serpent de mer ». « Jean-Luc » s'écria-t-elle, oubliant momentanément la tempête qui faisait rage à l'extérieur. « Il faut que vous voyiez ça. » Mais sa voix fut noyée dans le fracas d'une vague monstrueuse qui s'abattit sur le pont. Le navire tangua violemment, projetant Élise contre la cloison. La carte glissa de la table, révélant un double fond secret. Un petit objet en tomba, roulant sur le plancher de la cabine. Élise se précipita pour le ramasser. C'était une sorte de médaillon en métal terni, orné de symboles similaires à ceux de la carte. Au centre, une pierre d'un bleu profond semblait pulser d'une lumière intérieure. À cet instant, la porte de la cabine s'ouvrit brusquement, laissant entrer une rafale de vent et de pluie. Jean-Luc apparut, ruisselant d'eau. « Élise. Vous allez bien ?» demanda-t-il, inquiet. Elle hocha la tête, encore sous le choc de sa découverte. « Jean-Luc, regardez. » Elle lui tendit le médaillon. Les yeux du capitaine s'écarquillèrent de surprise. « Par tous les saints! Où avez-vous trouvé ça ?» Élise lui expliqua rapidement sa découverte. Jean-Luc examina le médaillon, son visage passant de la surprise à une intense concentration. « C'est incroyable, murmura-t-il. Ce médaillon, il ressemble à une description que mon père m'avait faite. Il parlait d'un œil de la tempête, un artefact légendaire capable de guider les navires à travers les pires ouragans. » Comme pour confirmer ses paroles, la pierre au centre du médaillon se mit à briller plus intensément. Jean-Luc le leva à hauteur de ses yeux, scrutant à travers la gemme. Son visage s'illumina soudain. « Je vois un passage » s'exclama-t-il. « À travers la tempête. Élise, nous avons peut-être trouvé notre salut. » Sans plus attendre, ils remontèrent sur le pont. La tempête semblait avoir redoublé de violence, mais Jean-Luc, guidé par le médaillon, manœuvrait le navire avec une assurance renouvelée. « Tout le monde à son poste » cria-t-il. « Nous allons traverser le cœur de la tempête. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de vagues gigantesques, de vents hurlants et d'éclairs aveuglants. Mais grâce au mystérieux médaillon et à l'habileté de Jean-Luc, le Stella Maris dansait entre les dangers, trouvant des courants favorables là où il ne semblait y avoir que chaos. Élise, malgré la peur qui lui nouait l'estomac, ne pouvait s'empêcher d'être émerveillée. Elle avait l'impression de vivre une légende, de faire partie d'une histoire plus grande qu'elle-même. Alors que l'aube pointait enfin, la tempête commença à s'apaiser. Les nuages se dissipèrent, laissant place à un ciel d'un bleu limpide. L'équipage, épuisé mais victorieux, poussa des cris de joie. Jean-Luc, les traits tirés par la fatigue mais le regard brillant, s'approcha d'Élise. « Nous avons réussi, dit-il doucement. Et grâce à votre découverte, nous avons peut-être gagné bien plus qu'une simple victoire sur la tempête. » Élise acquiesça, serrant le médaillon dans sa main. Elle savait que cet objet était une pièce importante du puzzle qu'il cherchait à résoudre. Soudain, la voix de Pierre retentit depuis la vigie, terre en vue. Tous se précipitèrent vers le bastingage. À l'horizon se dessinait la silhouette sombre d'une île, entourée de brume. « L'île aux oiseaux » murmura Jean-Luc. « Nous y sommes enfin. » Élise sentit un frisson d'anticipation la parcourir. L'île mystérieuse, avec ses légendes et ses secrets, se dressait devant eux comme un défi. La grotte du diable, le fragment de carte de Lafitte, et peut-être bien d'autres mystères les attendaient. Alors que le Stella Maris approchait lentement de l'île, Élise remarqua quelque chose d'étrange. Des oiseaux, d'une espèce qu'elle n'avait jamais vue auparavant, volaient en cercle au-dessus de l'île. Leurs cris semblaient former une mélodie étrange, presque hypnotique. « Jean-Luc, dit-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, vous entendez ça ?» Le capitaine hocha gravement la tête. Les oiseaux chanteurs de l'île. On dit qu'ils peuvent prédire l'avenir, ou le malheur. L'atmosphère sur le navire changea subtilement. L'excitation de la victoire sur la tempête laissa place à une tension palpable.
chacun sentait qu'ils étaient sur le point de franchir un point de non-retour. Jean-Luc rassembla l'équipage. Mes amis, nous sommes à l'aube d'une grande découverte. Mais n'oublions pas les dangers qui nous guettent. Mercier ne doit pas être loin derrière nous, et l'île elle-même recèle sans doute bien des pièges. Restons sur nos gardes. Élise, écoutant les paroles du capitaine, ne pouvait détacher son regard de l'île qui grandissait à l'horizon. Les falaises escarpées, les grottes sombres qui s'ouvraient comme des bouches béantes, la végétation dense et mystérieuse. Tout semblait les défier de percer ses secrets. Le médaillon dans sa main semblait pulser au rythme des battements de son cœur. Élise savait que ce n'était que le début. Les véritables épreuves les attendaient sur cette île, où les frontières entre la réalité et la légende semblaient s'estomper. Alors que le Stella Maris jetait l'ancre dans une petite crique abritée, Élise Dubois, historienne devenue aventurière, se préparait à affronter les mystères de l'île aux oiseaux. Les secrets de Lafitte, les dangers de la grotte du diable, et peut-être même les réponses à des questions qu'elle n'avait pas encore osé formuler, tout cela l'attendait sur ce bout de terre perdu au milieu de l'océan. L'aventure, la vraie, commençait maintenant. L'air était lourd d'embrun et de mystère lorsqu'Élise posa le pied sur le sable noir de l'île aux oiseaux. Le ciel, d'un gris perle, semblait peser sur leurs épaules, comme pour les mettre en garde contre les secrets qu'ils s'apprêtaient à découvrir. Jean-Luc, Marie, Pierre et Sophie l'accompagnaient, chacun portant un sac de provisions et d'équipements. La végétation dense et les falaises abruptes donnaient à l'île un aspect sinistre, presque vivant. Les cris étranges des oiseaux exotiques résonnaient autour d'eux, créant une atmosphère inquiétante. Élise serra le médaillon dans sa main, puisant du réconfort dans sa présence mystérieuse. La grotte du diable devrait se trouver au nord de l'île, dit Jean-Luc, consultant une vieille carte qu'il avait apportée. Restons sur nos gardes. Cette île n'a pas bonne réputation pour rien. Ils s'enfoncèrent dans la jungle, machette en main pour se frayer un chemin. Les lianes semblaient s'accrocher à leurs jambes, comme si la végétation elle-même tentait de les retenir. L'humidité était étouffante, et bientôt, leurs vêtements furent trempés de sueur. Soudain, Pierre s'arrêta net. « Regardez !» s'exclama-t-il, pointant du doigt un arbre proche. Sur l'écorce, des symboles étranges étaient gravés. Élise s'approcha, fascinée. On dirait, des coordonnées. Et ce symbole, ici. Elle sortit le journal du « serpent de mer » de son sac. Il ressemble à celui décrit dans le journal. Jean-Luc examina les marques de plus près. Ces inscriptions ne sont pas vieilles de 2 siècles. Quelqu'un est venu ici récemment. Un frisson parcourut le groupe. L'idée qu'ils n'étaient peut-être pas seuls sur cette île maudite était loin d'être rassurante. Ils reprirent leur progression, guidés par les mystérieux symboles qui apparaissaient de temps à autre. L'ascension devenait de plus en plus difficile, le terrain escarpé et traître. Les falaises se dressaient devant eux, imposantes et menaçantes. Alors qu'ils atteignaient une clairière, un craquement sinistre se fit entendre. Le sol s'effondra sous les pieds de Sophie, qui disparut dans un cri de terreur. Sophie, hurla Marie, se précipitant vers le trou. Jean-Luc la retint juste à temps. Attention! Le sol est instable. Ils s'approchèrent prudemment du bord. Sophie était visible quelques mètres plus bas, coincée sur une corniche. Elle semblait indemne, mais terrifiée. « Je vais la chercher », déclara Jean-Luc, attachant une corde à un arbre solide. Pendant qu'il descendait, Élise examinait les parois du trou. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « C'est incroyable », murmura-t-elle. « Ces murs, ils sont couverts d'inscriptions anciennes. » Elle sortit son carnet et commença à griffonner frénétiquement, copiant les symboles et les phrases qu'elle pouvait déchiffrer. « On dirait un mélange de français ancien et de symboles pirates », expliqua-t-elle à Marie et Pierre qui l'observaient. « Écoutez ça, le trésor de Lafitte n'est pas d'or ni d'argent, mais de connaissance et de pouvoir. Seuls ceux au cœur pur pourront en percer les secrets. » Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Jean-Luc, qui venait de remonter avec Sophie, fronça les sourcils. « Cela change tout. Ce trésor, il pourrait être bien plus dangereux que nous le pensions. » Ou plus précieux, ajouta Élise, les yeux brillants d'excitation intellectuelle. Ils reprirent leur ascension, l'atmosphère chargée de nouvelles questions. Que cachait réellement le trésor de Lafitte? Et était-il prêt à affronter ses secrets? Alors qu'ils approchaient du sommet, le paysage changea brusquement. La végétation luxuriante laissa place à des rochers nus et déchiquetés. Le vent se leva, apportant avec lui des murmures étranges, comme des voix lointaines. Pierre,
qui ouvrait la marche, s'arrêta brusquement. Capitaine, dit-il d'une voix tendue, nous avons un problème. Devant eux se dressait l'entrée imposante d'une grotte. Des symboles similaires à ceux qu'ils avaient vus plus tôt étaient gravés autour de l'ouverture. Mais ce n'était pas cela qui avait arrêté Pierre. Des hommes armés gardaient l'entrée, et parmi eux, un visage familier se détachait. « Mercier, grogna Jean-Luc. Comment a-t-il pu arriver avant nous ?» Élise sentit son cœur se serrer. Ils étaient si près du but, et pourtant, le danger n'avait jamais été aussi grand. Comment allait-il surmonter cet obstacle? Jean-Luc rassembla le groupe derrière un gros rocher, à l'abri des regards. « Nous devons trouver un moyen d'entrer dans cette grotte, murmura-t-il. Mais nous ne pouvons pas affronter Mercier et ses hommes directement. Ils sont trop nombreux et armés. » Élise réfléchissait intensément, son esprit tournant à plein régime. Soudain, elle eut une idée. Le médaillon, chuchota-t-elle, sortant l'artefact de sa poche. Il nous a guidés à travers la tempête. Peut-être peut-il nous aider ici aussi. Elle leva le médaillon, observant à travers la pierre bleue. À sa grande surprise, elle vit apparaître des lignes lumineuses, traçant un chemin invisible à l'œil nu. « Je vois un passage, dit-elle avec excitation. Il y a une autre entrée, cachée derrière ces rochers. » Jean-Luc la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « C'est risqué, mais c'est notre meilleure chance. Guidez-nous, Élise. » Avec une prudence extrême, le groupe se faufila entre les rochers, suivant les indications d'Élise. Le chemin était périlleux, avec des crevasses profondes et des pierres instables. Mais petit à petit, ils s'approchèrent de l'endroit indiqué par le médaillon. Finalement, ils atteignirent une petite ouverture, à peine visible, dissimulée derrière un éboulis. Jean-Luc dégagea quelques pierres, révélant un passage étroit. « C'est ici, murmura-t-il. Nous y sommes. » Élise sentit son cœur battre la chamade. Ils étaient sur le point d'entrer dans la légendaire grotte du diable. Quel secret les attendait à l'intérieur? Et comment allaient-ils échapper à Mercier et ses hommes une fois à l'intérieur? Alors qu'ils se préparaient à s'engouffrer dans le passage, un cri d'oiseau particulièrement strident retentit. Élise leva les yeux et vit un étrange oiseau au plumage iridescent les observer. Pendant un bref instant, elle eut l'impression que l'oiseau la regardait droit dans les yeux, comme pour lui transmettre un message silencieux. Jean-Luc posa une main sur son épaule. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Élise prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Prête. » Un par un, ils s'engagèrent dans le passage sombre, laissant derrière eux la lumière du jour et le monde connu. Devant eux s'ouvrait un monde de mystère et de danger, où les secrets de Laffitte les attendaient. Alors qu'Élise franchissait le seuil de la grotte, elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie allait changer à jamais. Ce qui les attendait dans les profondeurs de cette île maudite allait non seulement résoudre une énigme historique, mais peut-être aussi révéler des vérités qui dépassaient l'entendement. L'aventure prenait un tournant décisif, et Élise Dubois, historienne devenue exploratrice, était au cœur de cette quête extraordinaire. L'obscurité les enveloppa comme un linceul alors qu'ils s'enfonçaient dans les entrailles de la grotte. L'air était lourd, chargé d'une odeur de terre humide et d'un parfum plus ancien encore, comme si les secrets millénaires suintaient des parois rocheuses. Élise sortit une lampe à l'aide de son sac, son faisceau perçant les ténèbres et révélant un tunnel étroit qui s'enfonçait dans la montagne. « Restez groupés, murmura Jean-Luc, sa voix résonnant étrangement dans le silence oppressant. Et soyez attentifs au moindre bruit. Mercier et ses hommes ne sont pas loin. » Ils avancèrent lentement, leurs pas résonnant sur le sol inégal. Les parois du tunnel étaient couvertes de symboles étranges, similaires à ceux qu'ils avaient vus à l'extérieur, mais plus complexes, plus anciens. Élise les observait avec fascination, son esprit d'historienne tentant de déchiffrer leur signification. Soudain, Marie, qui fermait la marche, s'arrêta net. « Vous avez entendu ça ?» chuchota-t-elle, les yeux écarquillés. Tous se figèrent, tendant l'oreille. Un son lointain leur parvint, comme un murmure porté par le vent, mais il n'y avait pas de vent ici, sous terre. « Ce sont des voix ?» demanda Sophie, sa voix trahissant son inquiétude. Jean-Luc fronça les sourcils. Peut-être Mercier et ses hommes. Ou peut-être... Il ne finit pas sa phrase, mais Élise comprit. Les légendes sur la grotte du diable parlaient de voix spectrales, d'esprits piégés dans la roche. Elle secoua la tête, chassant ses pensées irrationnelles. Il devait y avoir une explication logique. Ils reprirent leur progression, mais l'atmosphère avait changé. La tension était palpable, chacun sur le qui-vive.
Le tunnel s'élargit progressivement, débouchant sur une vaste caverne. Le spectacle qui s'offrit à eux les laissa sans voix. Des cristaux phosphorescents parsemaient les parois et le plafond, baignant la grotte d'une lueur bleutée irréelle. Au centre se dressait une structure ancienne, semblable à un autel. Sur ces murs étaient gravés des symboles complexes, mélange de mathématiques, d'astronomie et de langues anciennes. « C'est incroyable », murmura Élise, s'approchant de l'autel. « Ces symboles ? On dirait une sorte de code. » Jean-Luc examinait une inscription près de l'autel. « Ici repose le véritable trésor de Laffitte. Connaissance du passé, clé de l'avenir. Que celui qui l'éveille soit prêt à en payer le prix. » Un frisson parcourut le groupe. « Le prix ? Quel prix ?» Élise sortit le médaillon, qui semblait pulser d'une lueur plus intense dans cet environnement étrange. Elle le leva devant elle, observant à travers la pierre bleue. Les symboles sur l'autel semblèrent soudain prendre vie, s'illuminant d'une lueur dorée. « Je crois que je comprends, » dit-elle, son excitation grandissante. C'est une sorte de mécanisme. Le médaillon est la clé. Elle s'apprêtait à placer le médaillon dans une encoche de l'autel quand un bruit de pas et de voix leur parvint du tunnel. « Mercier » grogna Jean-Luc. « Vite, cachez-vous. » Ils eurent à peine le temps de se dissimuler derrière des formations rocheuses que Mercier et ses hommes émergèrent dans la caverne. « Enfin » s'exclama Mercier, ses yeux brillants de convoitise à la vue de l'autel. « Le trésor de Laffitte est à portée de main. » Il s'approcha de l'autel, examinant les symboles. « Mais comment l'activer » marmonna-t-il, frustré. Élise, cachée derrière un rocher, serrait le médaillon contre elle. Elle savait qu'elle tenait la clé, mais que faire ? Révéler leur présence serait dangereux, mais laisser Mercier s'emparer du trésor était impensable. Jean-Luc lui fit un signe discret. Il avait un plan. Soudain, Pierre surgit de sa cachette, faisant mine de trébucher et attirant l'attention des hommes de Mercier. Dans la confusion qui s'ensuivit, Jean-Luc et Marie neutralisèrent rapidement deux gardes. Élise saisit sa chance. Elle courut vers l'autel, le médaillon à la main. Mercier se retourna, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Non » hurla-t-il, se précipitant vers elle. Mais il était trop tard. Élise inséra le médaillon dans l'encoche de l'autel. Un grondement sourd fit trembler la caverne. Des symboles sur les murs commencèrent à s'illuminer, formant des constellations complexes. Un faisceau de lumière jaillit du centre de l'autel, projetant des images holographiques dans l'air. Élise, Jean-Luc et les autres regardaient, stupéfaits, défiler des images de civilisations anciennes, de technologies avancées, et de catastrophes mondiales. « C'est impossible » balbutia Mercier, reculant. La voix de Laffitte, ou ce qui semblait l'être, résonna dans la caverne. « Vous qui avez trouvé mon trésor, voici la vérité sur notre passé et les clés de notre futur. Avec cette connaissance vient une grande responsabilité. Choisissez sagement. » Élise s'avança, fascinée. C'est plus qu'un trésor. C'est l'histoire cachée de l'humanité, et peut-être le moyen de façonner son avenir. Les images continuaient de défiler, montrant des événements futurs potentiels, certains glorieux, d'autres terrifiants. Tous réalisèrent l'ampleur de leur découverte. Mercier, sortant de sa stupeur, brandit soudain une arme. « Cette connaissance m'appartient. Je ne laisserai personne me la prendre. » Jean-Luc s'interposa. « Vous êtes fou, Mercier ? Vous ne comprenez pas la portée de tout ceci ?» Mais Mercier ne l'écoutait pas. Ses yeux brillaient d'une lueur démente. Il s'avança vers l'autel, tendant la main vers le flot d'informations qui en jaillissait. Soudain, le sol se mit à trembler violemment. Des fissures apparurent dans les parois de la caverne, s'élargissant rapidement. « La grotte s'effondre » cria Sophie. « Il faut sortir d'ici. » Élise hésita, déchirée entre le désir de sauver ses connaissances inestimables et la nécessité de fuir. Jean-Luc la saisit par le bras. « Élise, nous devons partir. Maintenant. » Elle acquiesça à contre-séhure, arrachant le médaillon de l'autel. Le flot d'images s'interrompit brusquement, mais le tremblement s'intensifia. Ils coururent vers la sortie, évitant les rochers qui tombaient du plafond. Derrière eux, Mercier hurlait, refusant d'abandonner le trésor. Alors qu'ils atteignaient le tunnel, un craquement assourdissant retentit. Élise se retourna juste à temps pour voir l'autel s'effondrer, ensevelissant Mercier sous les décombres. Ils émergèrent de la grotte, haletants et couverts de poussière, juste au moment où une partie de la falaise s'écroulait, scellant l'entrée pour toujours.
Le silence retomba sur l'île, seulement troublé par le cri lointain des oiseaux étranges. Élise, le médaillon serré dans sa main, regardait l'entrée effondrée de la grotte, l'esprit tourbillonnant de questions. Jean-Luc posa une main sur son épaule. « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête. « Je crois. Je crois que ce n'est que le début, Jean-Luc. Ce que nous avons vu là-dedans. Ça change tout. » Il acquiesça gravement. « En effet. Et maintenant, la question est, que faisons-nous de cette connaissance ?» Élise regarda tour à tour ses compagnons, puis le médaillon dans sa main. Elle réalisa que leur véritable aventure ne faisait que commencer. Les secrets de Laffitte étaient bien plus vastes et dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé, et la responsabilité qui pesait désormais sur leurs épaules était immense. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orangées. L'île aux oiseaux, avec ses mystères et ses dangers, n'avait pas fini de livrer ses secrets. Et quelque part, au-delà de l'horizon, un monde ignorant attendait, peut-être sur le point de changer à jamais. Élise Dubois, historienne devenue gardienne d'un savoir ancien et potentiellement dangereux, prit une profonde inspiration. Quelles que soient les épreuves qui les attendaient, elle était prête à les affronter. Pour la connaissance, pour l'histoire, et peut-être même pour l'avenir de l'humanité. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel de teintes flamboyantes, tandis qu'Élise et ses compagnons descendaient lentement les flancs escarpés de l'île aux oiseaux. L'effondrement de la grotte du diable résonnait encore dans leurs esprits, tout comme les révélations stupéfiantes dont ils avaient été témoins. Le médaillon, seule preuve tangible de leur incroyable découverte, pesait lourd dans la poche d'Élise. Le groupe marchait en silence, chacun perdu dans ses pensées, tentant d'assimiler les événements de la journée. Ce fut Jean-Luc qui rompit finalement le silence, sa voix grave portant le poids de leur responsabilité nouvellement acquise. « Nous devons décider de ce que nous allons faire de ces informations, dit-il, s'arrêtant pour faire face au groupe. Ce que nous avons vu là-bas, ça pourrait changer le monde. » Élise acquiesça lentement, son esprit tourbillonnant d'idées et de possibilités. « C'est plus qu'un simple trésor historique, dit-elle. Nous avons vu des technologies avancées, des prédictions pour l'avenir. C'est un pouvoir immense que nous avons entre les mains. » Marie, qui avait été silencieuse jusqu'alors, prit la parole. « Mais est-ce à nous de décider comment utiliser ces connaissances ? Ne devrions-nous pas les confier à des experts, des scientifiques, des gouvernements ? » Pierre secoua vigoureusement la tête. « Et risquer que ces informations tombent entre de mauvaises mains ? Comme Mercier ? Non, nous devons les garder secrètes, au moins pour l'instant. » Le débat s'enflamma, chacun exposant son point de vue avec passion. Sophie suggéra de tout détruire, arguant que certaines connaissances étaient trop dangereuses pour l'humanité. Jean-Luc penchait pour une divulgation progressive et contrôlée des informations. Élise écoutait attentivement, pesant chaque argument. Soudain, elle fut frappée par une réalisation. « Attendez, dit-elle, interrompant la discussion. Le médaillon. Je crois qu'il réagit à nos débats. » Elle sortit l'artefact de sa poche. La pierre bleue en son centre pulsait doucement, comme animée d'une vie propre. Élise le leva à hauteur de ses yeux, scrutant à travers la gemme. À sa grande surprise, des images se formèrent dans la pierre, similaires à celles qu'ils avaient vues dans la grotte. Mais cette fois, elles semblaient répondre à leurs pensées, montrant les conséquences potentielles de chacune de leurs décisions. « C'est incroyable, » murmura Jean-Luc, se penchant pour mieux voir. « On dirait que le médaillon nous guide. » Élise hocha la tête, fascinée. « Je pense que c'est plus que ça. C'est comme si Laffitte avait prévu ce moment, ce choix que nous aurions à faire. Le médaillon ne nous donne pas de réponse directe, mais il nous montre les chemins possibles. » Pendant les heures qui suivirent, alors que la nuit tombait sur l'île, ils explorèrent les différentes options qui s'offraient à eux, guidés par les visions du médaillon. Chaque décision semblait ouvrir de nouvelles possibilités, certaines merveilleuses, d'autres terrifiantes. Au fil de leur discussion, une chose devint claire, ils ne pouvaient pas prendre cette décision seuls. La responsabilité était trop grande, les conséquences trop vastes. « Nous devons former un réseau, » proposa finalement Élise, son visage illuminé par la lueur du médaillon. Un réseau de personnes de confiance, à travers le monde. Des scientifiques, des philosophes, des leaders visionnaires. Nous partagerons les connaissances progressivement, guidant l'humanité vers un avenir meilleur sans provoquer de bouleversements brutaux. Jean-Luc acquiesça lentement. C'est risqué, mais c'est peut-être notre meilleure option. Nous ne serons pas seuls à porter ce fardeau, mais nous pourrons contrôler la diffusion des informations. Le groupe débattit encore longtemps, affinant leur plan.
Ils décidèrent de coder les informations, de les diviser en fragments qui ne prendraient sens qu'une fois réunis. Chacun d'entre eux serait responsable d'une partie du savoir et de la recherche de personnes dignes de confiance pour rejoindre leur réseau. Alors que l'aube pointait à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or, ils avaient enfin un plan d'action. Épuisés mais déterminés, ils descendirent vers la plage où le Stella Maris les attendait. Cependant, alors qu'ils approchaient du rivage, Élise sentit soudain le médaillon chauffer dans sa poche. Elle le sortit, alarmée, pour voir la pierre bleue briller d'une lumière intense. « Qu'est-ce que » commença-t-elle, mais ses mots furent interrompus par un grondement sourd venant des profondeurs de l'île. Le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Des fissures apparurent dans la roche, s'élargissant rapidement. L'île entière semblait se désagréger. « Courez » hurla Jean-Luc. « Au bateau, vite !» Ils s'élancèrent vers le Stella Maris, évitant les crevasses qui s'ouvraient sous leurs pas. Le ciel s'assombrit soudainement, comme si une tempête se levait de nulle part. Élise, le cœur battant à tout rompre, jeta un dernier regard en arrière. L'île aux oiseaux, avec ses secrets millénaires, était en train de s'effondrer sur elle-même. Les étranges oiseaux qu'ils avaient vus plus tôt s'envoler en masse, leurs cris stridents se mêlant au fracas de la destruction. Ils atteignirent enfin le navire, larguant les amarres en toute hâte. Le Stella Maris s'éloigna du rivage juste à temps pour voir l'île disparaître dans un tourbillon d'eau et de roches, engloutie par les flots dans un dernier rugissement. Depuis le pont du navire, ils assistèrent, impuissants, à la disparition de l'île aux oiseaux. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement troublé par le clapotis des vagues contre la coque. Élise, serrant toujours le médaillon dans sa main, sentit le poids de leur découverte peser plus lourdement que jamais sur ses épaules. L'île avait disparu, emportant avec elle toute trace physique du trésor de Lafitte. Tout ce qui restait était le savoir contenu dans le médaillon et dans leurs esprits. Jean-Luc s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ça va » demanda-t-il doucement. Élise prit une profonde inspiration, son regard fixé sur l'horizon où l'île avait disparu. « Je crois que oui » répondit-elle lentement. « Mais je réalise que notre véritable voyage ne fait que commencer. Ce que nous avons découvert, ça va changer nos vies pour toujours. » Le capitaine hocha gravement la tête. « En effet. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Nous avons une équipe, et bientôt, nous aurons un réseau de personnes partageant notre vision. » Alors que le soleil se levait pleinement, illuminant la mer d'une lumière nouvelle, Élise sentit une détermination renouvelée l'envahir. Ils avaient une mission maintenant, une responsabilité envers l'humanité tout entière. Le Stella Maris mit le cap vers La Rochelle, portant à son bord non seulement une équipe d'aventuriers, mais aussi les gardiens d'un savoir ancien qui pourrait façonner l'avenir du monde. Élise Dubois, l'historienne devenue aventurière, savait que ce n'était que le début d'une quête bien plus grande qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. L'horizon s'étendait devant eux, vaste et prometteur, porteur de défis et de découvertes à venir. Le trésor de Lafitte avait été trouvé, mais son véritable héritage ne faisait que commencer à se dévoiler. Le Stella Maris accosta doucement dans le port de La Rochelle, sous un ciel d'un bleu limpide. La ville semblait inchangée, ignorante du bouleversement qui avait eu lieu sur une île lointaine désormais engloutie par les flots. Pourtant, pour Élise et ses compagnons, le monde ne serait plus jamais le même. Élise descendit du navire, soutenue par Jean-Luc. Son regard, autrefois pétillant de curiosité, était maintenant empreint d'une gravité nouvelle. Les connaissances acquises dans la grotte du diable, maintenant contenues dans le mystérieux médaillon, pesaient lourdement sur son esprit. Le petit groupe se dirigea vers une auberge discrète du vieux port, le Perroquet Bleu, un endroit où il pourrait parler en toute tranquillité. L'atmosphère chaleureuse du lieu contrastait avec la tension qui habitait les aventuriers. Attablés autour d'une carte marine étalée sur une table en bois usé, ils commencèrent à discuter de leur avenir et de la responsabilité qui leur incombait désormais. « Que faisons-nous maintenant » demanda Marie, exprimant la question qui brûlait les lèvres de chacun. Jean-Luc prit une profonde inspiration avant de répondre. « Nous ne pouvons pas garder ces connaissances pour nous, déclara-t-il. Elles appartiennent à l'humanité tout entière. Mais nous devons être prudents dans la façon de les partager. » Pierre intervint, son visage marqué par l'inquiétude, « Et si nous les transmettions aux autorités ? Aux scientifiques ? » Non, répondit fermement Élise, secouant la tête. Du moins, pas directement. J'ai vu les conséquences possibles d'une telle action grâce au médaillon. La panique, le chaos, l'exploitation. Nous devons trouver un autre moyen. Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là,
pris la parole, c'est une énorme responsabilité. Sommes-nous vraiment qualifiés pour prendre de telles décisions? Élise lui sourit doucement, comprenant ses doutes. Nous n'avons pas été choisis par hasard, Sophie. Le trésor de Lafitte nous a testés, et nous avons prouvé notre valeur. Maintenant, c'est à nous de prouver que nous en sommes dignes. Jean-Luc se leva, une lueur de détermination dans les yeux. Alors, c'est décidé. Le Stella Maris ne sera plus un simple navire, mais le vaisseau d'une nouvelle mission. Nous parcourons le monde, semant les graines du savoir et du progrès. Élise acquiesça, son esprit déjà en train d'élaborer un plan. Nous allons former un réseau, proposa-t-elle. Un réseau de personnes de confiance, à travers le monde. Des scientifiques, des philosophes, des leaders visionnaires. Nous partagerons les connaissances progressivement, guidant l'humanité vers un avenir meilleur sans provoquer de bouleversements brutaux. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Élise passa des heures à transcrire ses connaissances, créant des codes et des énigmes pour protéger les informations les plus sensibles. Jean-Luc établit des itinéraires, identifiant les personnes et les lieux clés à travers le globe. Marie se chargea de la logistique, préparant le Stella Maris pour un voyage au long cours. Pierre et Sophie, quant à eux, commencèrent à établir un réseau de contacts sûrs, utilisant leurs connexions dans le monde maritime et scientifique. Un soir, alors que le soleil se couchait sur La Rochelle, Élise se tenait sur le pont du Stella Maris, contemplant l'horizon. Le médaillon pulsait doucement dans sa main, comme pour lui rappeler le poids de sa mission. Jean-Luc la rejoignit, posant une main réconfortante sur son épaule. « Des regrets » demanda-t-il doucement. Élise secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. « Non, pas des regrets. Mais je réalise que notre quête pour le trésor de Lafitte n'était que le début. Le véritable voyage commence maintenant. » Jean-Luc acquiesça. Un voyage qui pourrait changer le monde. Qui le changera, corrigea Élise avec assurance. J'ai vu les possibilités, Jean-Luc. Si nous faisons les bons choix, l'avenir qui nous attend est plus brillant que tout ce que nous aurions pu imaginer. Le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, le Stella Maris était prêt à appareiller. L'équipage, renforcé par quelques nouveaux membres soigneusement sélectionnés, s'affairait sur le pont. L'excitation était palpable, mêlée à une certaine appréhension face à l'inconnu. Élise se tenait à la proue du navire, le vent marin jouant dans ses cheveux. Elle portait maintenant le médaillon autour de son cou, sentant sa douce pulsation contre sa peau, comme un rappel constant de leur mission. Jean-Luc donna l'ordre de lever l'ancre. Les voiles se déployèrent, gonflées par un vent favorable. Lentement, majestueusement, le Stella Maris s'éloigna du port de La Rochelle. Alors que la ville rapetissait à l'horizon, Élise sentit une vague d'émotion la submerger. Elle laissait derrière elle sa vie d'avant, ses certitudes, son confort. Mais ce qu'elle gagnait en échange était inestimable, une aventure qui dépassait l'entendement, la possibilité de façonner l'avenir de l'humanité. Le voyage qui les attendait serait long et semé d'embûches. Ils devraient affronter des dangers, déjouer les plans de ceux qui voudraient s'emparer de leurs connaissances à des fins égoïstes, convaincre les sceptiques et guider les enthousiastes. Mais Élise savait qu'ils n'étaient pas seuls. Chaque membre de l'équipage du Stella Maris était dévoué à leur cause. Et bientôt, leur réseau s'étendrait à travers le monde, unissant les esprits les plus brillants et les cœurs les plus purs dans une quête commune pour un avenir meilleur. Le médaillon vibra doucement, comme pour approuver ses pensées. Élise le serra dans sa main, puisant force et courage dans sa présence mystérieuse. Elle savait que les secrets qu'il contenait pouvaient être aussi dangereux que bénéfiques, mais elle était déterminée à les utiliser avec sagesse. Alors que le soleil montait dans le ciel, illuminant la mer d'une myriade d'étincelles, Élise Dubois, autrefois simple historienne et maintenant gardienne d'un savoir ancestral, sentit son cœur s'emplir d'espoir et de détermination. Le trésor de Lafitte avait été trouvé, mais sa véritable valeur résidait dans les connaissances qu'il avait transmises et dans la mission qu'il avait confiée à ceux qui l'avaient découvert. Une nouvelle ère s'ouvrait, pleine de promesses et de défis, et c'était à eux d'en écrire les premières pages. Le Stella Maris fendait les flots, portant à son bord non seulement une équipe d'aventuriers, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur pour l'humanité. L'horizon s'étendait devant eux, vaste et prometteur, porteur de mystères à résoudre et de vérités à révéler. Élise jeta un dernier regard vers La Rochelle, désormais invisible à l'horizon. Une page se tournait, mais un nouveau chapitre, plus grand et plus important que tout ce qu'elle aurait pu imaginer, commençait. L'aventure ne faisait que commencer, et le monde, sans le savoir encore, s'apprêtait à changer à jamais. Fin.